Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. D'abord merci pour tout ce que vous faites. Voilà, une entrée gratuite, c'est toujours du bonheur, surtout quand on vient de loin. Je viens de Lyon et je disais que j'étais en psychologie à Lyon. Et on s'intéresse un petit peu aux causes des comportements. Vous avez tout à l'heure souligné peut-être l'impuissance comme cause probable de la violence. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire une petite étiologie de la violence, savoir si vous avez des idées, qu'est-ce qui provoque vraiment la violence? Peut-être pas que la tauromachie, mais cet ensemble de violences qu'on vit dans la société et qui grandit aujourd'hui. Voilà, merci. Oui, écoutez, c'est moi qui vous remercie pour vos merci. Je crois qu'il nous faut revenir à l'éthologie pour pouvoir répondre à votre question. C'est-à-dire que Darwin a beaucoup dit sur ce sujet-là, et puis d'autres ont travaillé depuis sur le terrain de l'éthologie, et c'est une nouvelle discipline qui est extrêmement intéressante. L'idée que le comportement des animaux puisse nous renseigner sur les comportements qui sont les nôtres nous permet effectivement de faire une généalogie de la violence. Pourquoi y a-t-il de la violence? Parce qu'il y a du territoire. C'est immanquablement associé à ça. Regardez toutes les guerres, toutes celles qui ont eu lieu depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, ne sont jamais que des logiques de territoire. Ce sont des questions de territoire. Je suis chez moi, non, tu es chez moi. Et comme tu es chez moi, je vais te déloger de chez moi. Et donc, on y va avec la guerre. C'est donc de la logique de territoire qui fait qu'il y a des animaux à territoire, et les hommes sont des animaux à territoire, et il y a des marquages. Vous avez des marquages qui permettent, avec des glandes particulières, avec l'urine, avec les matières fécales ou avec des glandes, vous délimitez un territoire. Et ce territoire-là, si vous êtes un mâle dominant, il vous appartient. Vous le possédez, vous le dominez. C'est-à-dire que tout ce qui a lieu dans ce territoire-là ne peut avoir lieu que parce que vous en donnerez l'autorisation. Vous êtes le mâle dominant, et dans cet espace que vous aurez balisé par ces matières qui sont les vôtres, eh bien vous direz, ici c'est chez moi. Donc, si tu veux rentrer chez moi, tu demandes l'autorisation. Et donc, les animaux peuvent demander l'autorisation. Ils ont, on le voit, ce qu'on dit, la queue basse, la tête baissée, le ventre un peu à terre. C'est-à-dire que les animaux sont dans une posture de soumission. Quand vous êtes dans une posture de soumission, alors il n'y a pas de problème. Vous pouvez rentrer dans le territoire parce que vous permettez au mâle dominant de rester dominant. C'est lui qui contrôle le passage et il peut vous autoriser le passage si vous n'êtes pas menaçant. Il y a simplement un moment donné où quelques jeunes mâles qui sont pleins de testostérone, je dirais, ou pleins de virilité, ont envie, eux, d'être un mâle dominant. Il n'est pas question pour eux d'être un mâle dominé. Si vous n'avez été ni dominant ni dominé parce que vous êtes jeune et qu'à un moment donné, il va falloir que vous soyez l'un ou l'autre, vous allez effectivement provoquer le mâle dominant. Il y a un moment donné où quand vous avez été un mâle dominant et que vous avez été dominé, vous cessez d'être un mâle dominé. Vous vous en allez. Vous partez. Vous laissez les femelles à celui qui vous a terrassé. Et donc, le mâle dominé, il s'en va comme un vieux solitaire et il va terminer son existence ailleurs. Ce sont des logiques qui sont bien connues chez les animaux. Et puis, il y a des combats. Et parfois, les combats vont jusqu'à la mort. Il y a un moment donné où vous pouvez tout à fait vous battre pour avoir la domination du territoire et où le mâle dominant a compris qu'il était dominé et à ce moment-là, il s'en va. Mais il peut aussi perdre la vie dans cette guerre. Et à partir du moment où il perd la vie, il est mort, c'est clair. Et les femelles changent de mâle dominant. Elles ne vont pas regretter le mâle dominant. Il est dominé, c'est plus un mâle dominant. L'affaire est réglée. On passe au nouveau mâle dominant. Vous me direz, on n'est pas complètement des animaux, mais on est aussi encore quand même comme ça. Le marquage de territoire, c'est toujours ce que nous faisons dans l'existence. Dès qu'on arrive quelque part, on a une façon de marquer son territoire. Alors pas forcément en faisant pipi partout, en frottant ses glandes dans la maison dans laquelle on rentre pour dire ici c'est chez moi, parce qu'on va dire non monsieur, excusez-moi, mais il y a des lieux pour ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais les logiques de marquage du territoire sont restées les mêmes, et vous pouvez avoir une façon de serrer la main. Un certain Donald Trump serre la main comme d'autres animaux font pipi ou caca. Il y a une façon de prendre la main en disant c'est moi qui vais vous serrer la main, c'est moi qui vous secoue la main, qui vous secoue le paletot, je tire, je ramène, je tire, je ramène, et on voit le personnage un peu bousculé comme ça, et c'est une façon de dire, vous êtes sur mon territoire, je vous amène sur mon territoire. Cette façon de donner une poignée de main est éthologiquement extrêmement intéressante. Tout le monde est dans une zone, et on respecte toujours cette zone-là, et faites l'expérience quand vous êtes en train de parler à quelqu'un, vous avancez de 50 cm, vous allez voir que l'autre va reculer de 50 cm. Parce qu'il y a une espèce de zone naturelle comme ça, qui fait que chacun est dans sa bulle, et on entre dans la bulle qu'avec l'autorisation de l'autre. Pour lui faire une bise, pour lui faire une accolade, pour l'embrasser vraiment, le French kiss, ou ce genre de choses, mais vous donnez l'autorisation de pénétrer dans la bulle de l'autre. Mais si vous ne donnez pas à l'autre l'autorisation de pénétrer dans votre bulle, vous êtes dans une agression.
Alors si vous faites venir l'autre dans votre bulle et que vous le repoussez, comme le fait Trump avec cette poignée de main, je te fais rentrer, je te recule de cet endroit, je te fais rentrer à nouveau, etc., eh bien, vous montrez votre domination. C'est un hyper vaniteux qui est un animal à forte testostérone. Vous voyez comment il se comporte. Je suis le mâle. Je vous regarde, je vous domine, je vous regarde avec mépris. On voit bien qu'effectivement l'éthologie fonctionne aussi pour les individus, pour les humains, je dirais. Donc ça marche pour les animaux, ça marche pour les humains et ça marche pour les nations. Ça marche pour les peuples. La frontière est là pour dire ici c'est chez nous, ailleurs c'est au-delà de chez nous. Jadis, l'Alsace-Lorraine, c'était une affaire d'éthologie. C'est chez nous, c'est pas chez nous, c'est à toi, c'est pas à toi, c'est à moi, c'est pas à moi, on va te la conquérir, on va te la reconquérir, il s'agit d'eux, etc., etc. Et regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec l'État islamique? Il s'agit d'avoir un territoire, de disposer d'un territoire. En partie sur l'Irak, en partie sur la Syrie, et de dire aux Irakiens, ici c'est chez moi, et de dire aux Syriens, ici c'est chez moi. Et j'essaie d'étendre, pendant que les autres disent, non, tu vas pas étendre ton territoire. Regardez ce qui se passe entre les Palestiniens et les Israéliens. Une question de territoire aussi. Les fameux territoires occupés. Les fameux territoires qu'on clôt avec des murs pour se protéger. Après ça, les territoires qui ont été les territoires de la France et qui ont bougé, mais après qui ont été les territoires de l'Europe, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, mur de Berlin. Le mur de Berlin, mais aussi le rideau de fer qui séparait l'Europe libérale, disons-le comme ça, et puis l'Europe soviétique ou soviétisée. Donc là aussi, il y avait des marquages de territoire. On n'entrait pas comme ça. Il fallait montrer patte blanche. Il fallait montrer qu'on était dans des logiques de soumission. Si vous êtes dans une logique de mise en cause de la domination de l'animal dominant, alors vous rentrez dans des logiques de guerre. La guerre, c'est ça. Ça n'est jamais que ça. C'est cette idée qu'on revendique le territoire que l'autre occupe. Ce territoire est à moi. Ce territoire est peut-être à toi, mais je le veux. Ce territoire m'appartenait jadis, je le veux à nouveau. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine, vous voyez ce qui s'est passé en Crimée. Vous voyez, toutes les zones de conflit ont été autant d'occasions de dire marquage de territoire et guerre pour maintenir ces territoires. Quand François Mitterrand dit à un moment donné le nationalisme c'est la guerre, il a tort. C'est pas le nationalisme qui est la guerre. Le fait de dire nous avons une nation et nous aimons cette nation et nous voulons défendre cette nation, ça ne porte pas en soi la guerre. La guerre, elle est portée par ceux qui pensent que leur nation a des droits sur l'empire et qu'elle peut être impériale. Si vous êtes une nation et que vous voulez être une nation, c'est pas la guerre. Ce qui est problématique, c'est le nationalisme qui veut s'étendre, c'est l'impérialisme qui est guerrier. C'est pas le nationalisme. Le nationalisme, c'est votre terre, c'est votre pays. Voilà, le territoire est ainsi fait, il est le nôtre, point à la ligne. Mais que vous puissiez dire, on va étendre notre territoire, notre sphère d'influence. Alors ça, évidemment, c'est la guerre. La guerre n'existe que parce que le nationalisme est impérialiste. Et le nationalisme impérialiste, c'est effectivement la logique de territoire. Des animaux, et les animaux qui nous gouvernent, en l'occurrence, ne sont pas capables de penser les choses autrement que sur le principe du territoire. Alors évidemment, si vous êtes intelligent, si vous avez de la culture, si vous connaissez la géostratégie, si vous voulez la paix et pas la guerre, eh bien vous faites comme Barack Obama. C'est-à-dire que vous avez une géostratégie qui est très, très remplie de prudence. Et puis, il n'y a pas de guerre. Voilà, on n'augmente pas les guerres. Il y a celles qui existent et celles qu'on fait, mais on n'en crée pas forcément d'autres. Quand vous êtes Trump, et que vous êtes, pour le coup, le mal dominant dans sa splendeur, la caricature, d'une certaine manière, voyez comment les autres peuvent en profiter. Comment la Corée peut envoyer des missiles balistiques en disant « je te provoque ». C'est-à-dire que je rentre sur ton territoire. Quand les Russes aujourd'hui font croiser leurs avions dans les eaux internationales et qu'on présente ça comme des entrées sur des zones nationales, vous savez que c'est pas forcément facile de savoir qu'un avion, quand il est dans la Méditerranée ou au bord de la Méditerranée, il est sur une frontière ou sur une zone internationale. Donc si on est vraiment sur la lame, effectivement, on peut tester les gens. Vous voyez comment Poutine, en faisant voler ses avions dans des endroits qui sont des zones internationales, mais pas loin de zones nationales, ou comment le dictateur de Corée, quand il balance ses missiles pour provoquer les États-Unis, et pas seulement les États-Unis, mais Trump, on est dans des logiques de territoire. C'est je te provoque, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ici mon territoire, pendant qu'un autre dit mais moi je mets un pied sur ton territoire. Comment tu vas faire? Est-ce que tout de suite tu vas envoyer des coups, ou est-ce que tu vas te contenter de me regarder? Est-ce que tu veux m'attaquer tout de suite? C'est comme ça que ça se passe. Donc l'agressivité, elle n'est jamais sans raison. Jamais. Il m'arrive de faire des conférences dans les prisons, et quand vous faites la généalogie du prisonnier, quand vous vous demandez pourquoi cet individu est là devant vous, pourquoi il a fait ce qu'il a fait, il y a toujours des raisons, il y a toujours des explications au fait que vous ayez fait violence à quelqu'un. On ne naît pas pédophile, on le devient.
On ne naît pas délinquant, on le devient. On ne naît pas criminel ou meurtrier, on le devient. C'est-à-dire que cette violence, elle n'est pas naturelle a priori. Il y a une violence naturelle, mais il y a la culture. Mais il y a un moment donné où effectivement, vous avez des problèmes avec vous-même, avec votre cerveau, avec votre psyché, avec votre mental, et vous ne comprenez pas que certains s'appartiennent. Un violeur, c'est quoi? C'est aussi quelqu'un qui rentre sur le territoire de quelqu'un sans son autorisation. Si vous avez l'autorisation d'un être, tout est possible en termes de sexualité si vous êtes dans une logique contractuelle. Si l'autre ne veut pas, eh bien vous respectez l'intégrité de l'autre. Si vous ne respectez pas l'intégrité de l'autre et que vous le violez, qu'est-ce que vous faites? Vous pénétrez sur son territoire parce que vous êtes dans le marquage. Vous êtes dans le désir de marquer un territoire qui ne vous appartient pas. Et sans cesse, il faut rapporter l'agressivité, la violence, les guerres, les conflits, enfin toutes ces choses-là, il faut les rapporter à des questions de territoire et de marquage de territoire. Voilà pourquoi il est facile de déclarer des guerres et pourquoi il est extrêmement difficile de les arrêter. Voilà pourquoi il est facile de consentir à la pente qui nous fait donner des gifles, insulter, mépriser, être agressif, plutôt que de construire une riposte qui serait la riposte de la sérénité ou de l'intelligence, et qui dirait « mais je n'entre pas dans cette provocation. Allez-y, continuez autant que vous voudrez, mais de toute façon, je n'entre pas. » La guerre, ça se fait à deux. Alors, il y a un moment donné où celui qui vous agresse, et on ne choisit pas ses ennemis. Si l'ennemi vous a choisi, il vous a choisi. Vous faites partie de ses ennemis, il va falloir faire avec. Mais je pense que nous ne faisons pas assez la généalogie de la violence et que nous la pensons toujours dans les logiques un peu déontologistes, c'est-à-dire qu'il y aurait la violence et ce serait comme ça, la violence. Ce serait une idée de la violence. Non, il n'y a pas la violence, il y a des violences et elles surgissent de manière individuelle, collective, nationale, internationale, civilisationnelle. Et vous avez des violences de civilisation. Vous avez des blocs de civilisation qui s'opposent. L'islam ne s'est jamais posé qu'en s'opposant au christianisme et vice-versa, d'une certaine manière. Des croisades jusqu'à aujourd'hui, alors que les logiques d'aujourd'hui ont été, il y a peu de temps encore, présentées comme des croisades par la famille Bush, eh bien on voit bien qu'il y a une cohérence dans ces territoires qui s'opposent. Il y a des êtres de bonne volonté qui disent, justement informés par l'éthologie, que la paix étant plus compliquée, elle est d'autant plus exigeante, mais il faut la faire primer. Il faut donner la chance à la paix. Juste dire à quelqu'un, oui d'accord, c'est ton territoire. Oui d'accord, il a pénétré sur ton territoire. Et après, qu'est-ce que ça change? Tu restes chef, tu restes mal dominant, il n'y a aucun problème, on ne va pas te menacer sur ce terrain-là, et est-ce qu'on ne peut pas parler? L'intérêt de la langue, du langage, du dialogue, c'est justement que la diplomatie, c'est le contraire de l'éthologie. La diplomatie, c'est la raison. C'est ce qui fait qu'on discute et qu'on ne commence pas par s'agresser, qu'on ne commence pas par se mépriser ou par se sauter à la gorge. C'est ce qui fait qu'on dit il y a du logos, il y a de la raison, il y a de l'intelligence. Et si nous nous parlions, et si nous nous rencontrions avant de commencer les dégâts. Donc je pense que nous n'avons pas pensé la question de la violence parce que nous n'avons pas encore intégré cette information donnée par Darwin que nous sommes des animaux. Que nous sommes des animaux de marquage, que nous marquons des territoires et que personne n'accepte qu'on entre sur son territoire, quel que soit ce territoire. Si vous faites voler votre vélo dans votre cave, si vous faites cambrioler votre maison, si vous faites fracturer la porte de votre voiture, voyez bien dans quel état vous êtes. On a d'un seul coup votre territoire, votre maison, votre cave, votre voiture, c'est votre territoire. Et on entre dans votre territoire que si vous avez donné l'autorisation. Vous ouvrez votre porte, on sonne, on frappe, on demande, vous rentrez, on vous accueille, on vous invite, il n'y a aucun problème. Si en revanche vous le faites, vous rentrez par réfraction dans le territoire de l'autre, on est dans une situation psychologique bizarre, tendue, agressive. On est dans un désir de riposter, on est dans un désir de faire du mal, d'être dans la violence, de rentrer dans cet engrenage qui veut qu'à la violence, on réponde par la violence. Le père d'Albert Camus avait dit une phrase importante. Il meurt très tôt, le père d'Albert Camus. Il a 8 mois, Camus, il connaît pas son père, et son père meurt à la guerre 14-18. Mais on lui rapporte 2 ou 3 propos sur son père, dont un qui est majeur. À l'époque, les Français d'Algérie, enfin l'Algérie est française à cette époque-là, occupent une partie du Maroc. Il y a des problèmes avec le Maroc et il y a des soldats qui sont là pour garder un territoire. Ils sont 2 et 2 autres soldats viennent les relever. Et quand ils arrivent, ils s'annoncent, il n'y a pas de réponse. Et ils disent, voilà, machin, bidule, on arrive, etc. Et pas de réponse. Et sous la lune, ces 2 soldats, il y a le père de Camus, dans ces 2-là, ces 2 soldats voient les deux soldats qui devaient relever, la tête coupée, le sexe coupé et le sexe dans la bouche.
Sexe dans la bouche, dans la tête, le tête posée entre les jambes. Ce que feront les gens du FLN par la suite. Il y a un instituteur qui est avec le père d'Albert Camus et qui finit par dire ça se comprend. D'accord, c'est nos copains, mais enfin ça se comprend. On les occupe. Qu'est-ce qu'on va faire là? Aller s'occuper de chez eux. Ils sont chez eux, on est chez eux. Enfin, et Camus, le père de Camus, dit un homme, ça s'empêche. Moi aussi, j'aurais des bonnes raisons, dit le père de Camus, d'être agressif. J'ai pas demandé cette guerre, on me demande de la faire. J'ai pas demandé d'être soldat. Moi aussi, j'aurais des bonnes raisons de rentrer dans la logique de l'agressivité, de répondre à l'agressivité par l'agressivité, de répondre à ces logiques de territoire par des logiques d'agressivité. Et le père de Camus dit un homme, ça s'empêche. C'est ce qui fait l'homme, d'une certaine manière. On pourrait imaginer qu'un animal, ça ne s'empêche pas, mais qu'un homme, c'est un animal qui s'empêche. Donc ça n'est pas un animal qui n'a pas de désir de se venger, qui n'a pas de désir lui aussi de riposter quand on rentre sur son territoire en disant c'est à moi, je revendique ce territoire, mais ça doit s'empêcher de répondre à la violence par la violence, parce que nous avons le langage, parce que nous avons la diplomatie, parce que nous avons la négociation. Mais dans un monde où on n'apprend plus à penser, à parler, à construire des raisonnements, dans un monde où finalement il y a des prospérités du vice et des malheurs à la vertu, où plein de gens sont impunis quand ils sont violents et agressifs, pendant que d'autres sont punis alors qu'ils n'ont pas fait forcément grand-chose, qu'il y a une espèce d'injustice assez généralisée, effectivement c'est la loi de la jungle. C'est l'expression qu'on utilise, c'est la loi de la jungle qui devient la loi, et le droit ne fait plus la loi, parce que chacun est dans une logique de jungle, où c'est la loi du plus fort, ou la loi du plus rusé, ou la loi du plus malin. Dans les effondrements de civilisation, l'éthologie fait plus que jamais la loi. Dans les civilisations hautes, dans les hautes civilisations, il y a l'éthologie qui nous permet de comprendre ce qui existe. Simplement, les humains sont des humains, et ils estiment que s'il y a des occasions belliqueuse, eh bien, l'humanité consiste à refuser les occasions belliqueuses. La paix est une construction, et il y a peu d'artisans de la paix, alors qu'il y a beaucoup de fomenteurs de guerre. Une question sur la tauromachie, pour revenir au sujet. La corrida, donc, n'est pas française. En fait, elle a été introduite en France par Eugénie de Montijo, l'épouse de Napoléon III. Donc, la corrida est espagnole. Les costumes des toréadors et des différents personnages qui sont dans la corrida renvoient à la culture espagnole et à celle des putis, de ces marionnettes que l'on voit dans les spectacles qui combattent les morts et les sarrasins. Alors, la question que j'ai, c'est, y a-t-il des philosophes espagnols qui ont réfléchi et pensé sur la tauromachie? Oui, il y en a un qui est un philosophe majeur en Espagne, qui s'appelle Fernando Savater, et qui, lui, est un défenseur de la tauromachie. C'est-à-dire qu'il y a eu des auteurs ou des penseurs qui ont réfléchi sur ce sujet-là, mais aucun n'a écrit contre. C'est-à-dire les Miguel de Unamuno, par exemple, qui sont des grands philosophes emblématiques, sont des gens qui n'ont pas critiqué la corrida. Et le pire dans ceux qui existent, c'est-à-dire que ils sont majeurs, puisque Blasco Ibáñez ou d'autres individus comme cela, eh bien, on n'a pas de texte qui soit critique contre la corrida venant de l'Espagne. Personne n'est capable de dire démontons cette pratique ancestrale pour essayer de montrer ce qui s'y passe, ce que j'ai essayé de proposer en disant qu'il en va de la cruauté, de la souffrance, du sadisme, de la perversion et de ce genre de choses. C'est une espèce de pratique ancestrale qui se trouve défendue par des philosophes progressistes. Fernando Savater est un progressiste, mais qui tient la rubrique des chroniques taurines, par exemple, dans des grands journaux, El País, je crois, mais je suis pas très sûr que ce soit ce journal, mais qui tient des rubriques taurines, qui défend la corrida, qui estime que c'est un grand moment de civilisation, que c'est un grand moment de culture, que c'est un moment de tradition ancestrale, et vous avez raison de dire qu'effectivement c'est tardif, cette idée que la corrida puisse devenir une affaire française. On peut dater, mais c'est pas du tout aussi ancien que ce qu'on veut bien dire habituellement quand on fait l'éloge ou le plaidoyer pour la tauromachie. Il se fait qu'en France, par exemple, l'un des professeurs de l'école normale supérieure est l'auteur d'un plaidoyer, d'une philosophie de la corrida, et que c'est un plaidoyer qui est aussi sidérant, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on peut être cultivé, habile rhétoricien, qu'on peut avoir de la culture, des lectures, et que en même temps on peut justifier l'injustifiable, parce que tous ces gens-là
font un petit peu comme Peter Singer quand il s'agit vraiment du nœud du problème. Ils disent c'est pas ça le sujet. On part du principe que c'est millénaire, ancestral, culturel et que c'est un grand moment de civilisation. Point à la ligne, c'est posé. Mais on pourrait dire, mais non, justement, c'est là que ça commence. Est-ce vraiment un fait de civilisation? Et vous avez raison de rappeler cette généalogie extrêmement récente de la corrida pour la France en disant, arrêtez de nous dire que c'est une vieille pratique, elle est ancestrale et que l'ancestralité justifierait de la présence et de la durée. Non, on peut très bien faire de l'histoire, puis après ça de l'histoire de la pensée, ce qui n'est pas fait, ou aborder vraiment les questions, comme avec les chasseurs, en disant mais est-ce que vous ne pourriez pas consentir au fait que vous jouissez du spectacle d'une souffrance? Quand on nous dit d'abord c'est pas une souffrance, et ensuite c'est pas un spectacle, et pour finir il n'y a pas de jouissance, vous dites bon ben d'accord, qu'est-ce qui s'est passé dans cette aventure? Qu'est-ce que vous aimez finalement dans la corrida? On est dans la grande logique de la dénégation avec ces philosophes-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de prendre le problème et de le démonter, de le mettre à plat en disant mais l'animal souffre. Pourquoi est-ce que vous pourriez dire que les animaux souffrent, mais que dans la corrida ils ne souffriraient pas, ou que d'une certaine manière leur souffrance c'est peanuts, c'est rien du tout, c'est pas très important la souffrance de l'animal, avec toujours cette idée que, et c'est Simon Casas et quelques autres qui reprennent ça ad nauseam, mais qui nous disent mais en gros vous préférez quoi, mourir de manière tragique dans l'arène ou mourir de manière ridicule dans un abattoir pour servir d'alimentation et vous trouver transformé en beefsteak. Au moins vous avez l'héroïsme dans la corrida, et vous n'aurez pas l'héroïsme quand vous irez mourir bêtement dans les abattoirs. Ce sont des vieux éléments de langage aussi. La mort, c'est la mort. Quand elle est infligée point à la ligne. Et quand elle est infligée sans jouissance, c'est pas exactement la même chose que s'il est infligé avec jouissance. Ça n'est pas pensé. Quand c'est pensé par des philosophes, ces questions-là, donc le plus récent c'est Fernando Savater, je lis pas l'espagnol donc je suis pas au courant de livres qui n'auraient pas été traduits en France et qui existeraient et qui seraient critiques à l'endroit de la corrida, peut-être y en a-t-il et je le souhaiterais et je l'aimerais, mais Fernando Savater, qui est l'un des philosophes dont on parle en Espagne aujourd'hui, depuis un petit moment d'ailleurs, a été un peu traduit en France. J'ai fait traduire l'un de ses livres il y a une quinzaine d'années et on le traduisait pas beaucoup, mais on a beaucoup traduit après de ses ouvrages, notamment ce fameux texte sur la tauromachie. On le voit bien, il reprend les éléments de langage sans en faire du tout la critique. Il faudrait presque avoir une espèce d'exercice rhétorique qui consisterait à dire si vous étiez avocat, vous, Fernando Savater, eh bien, comment vous y prendriez-vous pour défendre la corrida et puis pour interdire la corrida ou pour critiquer la corrida? Juste pour voir comment fonctionne l'intelligence de ces gens-là, comme fonctionnerait l'intelligence d'un avocat, en disant plaider la défense de la cause ou attaquer cette cause et essayer de chercher des arguments qui vous permettraient d'aller au-delà de ces éléments de langage qui sont toujours les mêmes. La beauté de la mort dans l'arène et la trivialité de la mort dans les abattoirs, cette idée que ce serait une vieille tradition millénaire et culturelle, cette idée qu'il n'y aurait pas de jouissance à la souffrance, mais au contraire de la jouissance au code. Parce que tous ceux qui nous parlent de la corrida nous disent « mais c'est normal que vous n'aimiez pas, vous ne savez pas ce que c'est qu'une corrida ». Et de fait, c'est extrêmement codifié. Mais c'est pas parce qu'on connaît pas les règles du football qu'on n'a pas le droit d'avoir un avis sur le football. Si on sait pas distinguer un penalty d'un corner, on a le droit de pas aimer ça. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la corrida. Quand on nous dit mais vous ne savez pas ce que sont les phases, comment elles s'appellent, comment tout ça est ritualisé. Non, on sait pas. Ce que sont les différentes passes, non, on sait pas non plus. Si on peut faire une jolie passe ou rater une passe, etc. Non, on ne le sait pas non plus. Mais on peut, sans savoir tout ça, savoir une chose, c'est que on fait un spectacle d'une mort qu'on inflige à un animal et qui est une mort certaine, dans laquelle le torero ne prend aucun risque. Jamais, jamais. Quand il meurt, je vous dis, c'est la plupart du temps des accidents, parce qu'il trébuche, parce qu'il tombe, parce que il s'en mêle les pinceaux et que l'animal en profite pour donner un coup de tête et l'affaire est réglée. Parfois, ils sont blessés et vous avez, quand les toreros sont blessés, de toute façon, juste en dessous de l'arène, vous avez un bloc opératoire et vous avez le chirurgien qui attend. Donc il est là quasiment les mains prêtes à recoudre ou à travailler et en moins de 3 minutes, le personnage qui a un accident, une blessure dans l'arène se trouve dans le bloc opératoire juste en dessous avec quelqu'un qui est censé l'opérer et faire le nécessaire pour que ça n'aille pas plus loin qu'une simple blessure. Donc non, c'est une question qu'il faut se poser effectivement. Pourquoi y a-t-il si peu d'analyse critique sur cette pratique et pourquoi les éléments de langage sont-ils toujours les mêmes depuis le début ?
C'est-à-dire que quand on passe d'un livre à l'autre, pour ce chapitre-là, j'avais lu pas mal de choses, mais à chaque fois, on a l'impression de lire le même livre, avec exactement les mêmes arguments. La question du sexe, de la mort, du soleil, de la nuit, la question de l'animal préhistorique, de sa beauté, de sa grandeur, de sa puissance, cette idée que tuer, c'est montrer qu'on aime, l'espèce de relation amoureuse qu'il y aurait dans le fait de mettre à mort et de faire couler le sang de l'animal. On se dit, mais où allez-vous chercher ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire justement, sur le principe nietzschéen, la généalogie de ce qu'est la corrida pour aller voir ce qui se passe dans la tête des aficionados, dans la tête même des toréadors, ce qui fait qu'on puisse dire, faire une chose et dire très exactement le contraire. Les gens qui tuent des animaux et qui jouissent de tuer des animaux et qui nous disent qu'ils ne jouissent pas de tuer un animal, comme les chasseurs par exemple, moi j'ai cessé d'avoir des discussions avec les chasseurs. À chaque fois que le débat a pu arriver, ça a toujours été la même chose. Mais non, je n'ai pas de plaisir à tuer les animaux, c'est pas pour ça que je suis chasseur. Et on trouve des explications du genre mon père était chasseur, ou c'est une tradition dans la famille. Et c'est exactement la même chose avec la corrida. On dit mais moi mon père m'emmenait à la corrida, c'est une espèce de souvenir d'enfance, donc j'emmène mes enfants à la corrida. Et puis c'est une culture que je transmets, ce sont des traditions. Mais oui, il y a eu longtemps la tradition du fait qu'on pouvait tabasser sa femme parce que c'était sa femme et qu'on avait bien le droit. Et c'est une tradition qui a disparu, et c'est tant mieux. Toutes les traditions ne sont pas bonnes. Et que ça ait pu être une tradition mérite d'abord l'analyse, et vous avez raison de rappeler le fait que ce soit extrêmement récent et que ça ne renvoie pas à des combats de taureaux qui renverraient très précisément à la Grèce antique ou pré-hellénique. C'est extrêmement récent, ça a été rebricolé, et c'est une chose qu'on n'a pas le droit de dire d'une certaine manière. Si on commence à faire de l'histoire, mais c'est comme ça surtout, quand on commence à faire de l'histoire, on fait tomber les mythes. Si on commence à faire l'histoire des religions, l'histoire de Jésus, la véritable, pas le catéchisme, mais si on fait la généalogie de Jésus, si on fait la généalogie de l'islam, par exemple aussi, à ce moment-là, on secoue vraiment les murs du palais. Si on fait la généalogie de l'islam, sans croire à cette idée que Dieu aurait parlé d'un seul coup à un ange qui se serait mis à écrire sur une omoplate de chameau alors qu'il savait pas écrire, et que d'un seul coup on aurait disposé du texte entier du Coran, si on se dit bon, ça très bien, c'est une belle histoire, mais si vraiment on fait l'histoire, ça vient d'où le Coran? Il vient d'où le premier texte? Comment est-ce que les choses se sont passées? On finirait par trouver une espèce de secte hérétique, les Ébionites, qui sont des judéo-chrétiens du désert, et que finalement c'est une espèce de forme d'hérésie, comme il y en a eu pas mal à cette époque-là, et que ça se cristallise dans une religion qui deviendra l'islam. Interdit de dire ces choses-là. Et on ne fait pas la généalogie des choses qui fâchent. On croit ou on ne croit pas. Si on croit, on est un gentil. Si on ne croit pas à la mythologie, on est un méchant. Mais on n'a pas le droit de faire la généalogie. Eh bien, on ne fait pas non plus la généalogie de la corrida en abordant cette question qui fâche. Qu'est-ce qui fait que des gens peuvent se réunir dans une arène, payer, venir et jouir de ce spectacle d'une mise à mort d'un animal qu'on va faire souffrir jusqu'au dernier moment où un individu arrivera en disant « je tue cet animal » en étant l'homme qui tue un taureau qui aura été puissant, etc. Alors qu'il n'est pas puissant du tout, puisque je me répète, on a tout fait pour le fatiguer, l'épuiser, le vider de sa vitalité. Et quand il reste pratiquement plus grand-chose, cet homme arrive et sort, fait 2 ou 3 petites choses avec sa mouletta, et puis l'estocade, l'affaire réglée, et d'un seul coup il parade, il coupe des oreilles, il envoie des trucs, son chapeau, etc. Et on se dit, grand moment de culture, c'est de l'opéra. Non, c'est pas de l'opéra. Dans l'opéra, il entre beaucoup de passion, il entre beaucoup de sentiments, de sensations. On va faire la généalogie du sentiment de ceux qui aiment l'opéra, on pourrait le faire. Mais je veux dire, il n'entre pas dans la passion pour l'opéra, cette jouissance trouble qu'il y a au spectacle de la mort. C'est un spectacle terrible, et on pourrait reparler du père d'Albert Camus qui assiste au spectacle de la guillotine. Un jour, il est pour la peine de mort, il assiste à ce spectacle, il traverse tout Alger, et quand il rentre chez lui, il se met à vomir sur son lit, et il est prostré totalement. Et Camus comprend un jour que son père lui transmet cette deuxième idée, qu'effectivement, on ne coupe pas la tête d'un homme. On ne tranche pas la tête d'un homme. On ne verse pas le sang d'un homme. Et toute la vie de Camus est construite là-dessus. On ne verse pas le sang d'un homme. Que ce soit avec un couteau pour se venger, que ce soit avec une guillotine pour se venger légalement, que ce soit avec une bombe, que ce soit avec des camps de concentration, qu'ils soient nationaux-socialistes, qu'ils soient soviétiques. Camus dit on ne tue pas. On ne tue pas, point à la ligne. C'est pas plus compliqué que ça. C'est l'un des commandements. Et si l'un de ces commandements était clairement respecté, alors on changerait déjà pas mal les choses. Et bien on pourrait faire exactement la même chose avec les animaux, estimer qu'effectivement il faut les tuer avec compassion, mais sans jouissance, pour s'en nourrir, parce que on peut pas faire autrement. Il y a l'occasion de débattre de ça.
dans une autre séance, mais que l'idée qu'on puisse ajouter à cette mort nécessaire une jouissance qui est superflue, alors ça me paraît être effectivement un signe je dirais, de dérangement mental, pour aller vite. Oui, bonsoir. Je voudrais vous poser une question, mais au préalable, je voudrais parler de Christian Laborde, a écrit un livre que vous devez peut-être connaître, vous souvenir de L'os de Dionysos. Oui. Voilà, c'est Christian Laborde. Il a écrit Corrida Basta, il y a peut-être une dizaine d'années. Je suppose que c'est bien, je ne sais pas ce que vaut ce texte, aux éditions Robert Laffont, mais j'ai confiance en lui parce qu'il a écrit depuis La cause des vaches, pour le coup, que j'ai lu et qui est un pamphlet concernant la ferme des 1000 vaches, et qui est vraiment un pamphlet très bien écrit et très intéressant concernant donc la cause animale. C'est un défenseur de la cause animale, donc voilà, ces petits textes qui sont de petits textes, des pamphlets, voilà, puisque vous regrettiez qu'il n'y ait pas d'écrit. En tout cas, je connais cela. Alors ma question concerne, je voudrais revenir à Michel Leiris, puisque vous avez parlé c'est lui-même qui parle de la méchanceté de l'impuissance, et je voudrais que vous me disiez ce qu'il en est des femmes là, parce que moi je suis très intéressée par l'idée du mal, de l'origine du mal, enfin de la barbarie, et quand il emploie cette expression, elle est vraiment connotée sexuellement, et on l'a bien compris, il l'emploie de façon triviale pour un problème physiologique qui est le sien. Problème qui n'existerait pas, l'impuissance des femmes, que je sache. Alors on pourrait peut-être transformer ça d'une autre façon chez les femmes, mais je ne vois pas bien là de quoi il s'agit. Et donc, quand on parle de cette méchanceté donc fondamentale, qui serait liée à l'impuissance, vous l'avez dit, et fait le rapprochement avec la barbarie, la chasse, la corrida, etc. Comment peut-on envisager cela chez la femme, où ce problème diffère, du moins traiter cela dans sa différence? Alors, je vais avoir du mal à parler de la sexualité des femmes de l'endroit d'où je suis, puisque je ne parlerai que comme homme. C'est juste impuissance qui m'a... Oui, mais ça existe chez les femmes aussi. On va en parler. Christian Laborde, je connais son travail parce que L'os de Dionysos, c'est un formidable livre. J'avais lu celui-ci parce que j'étais prof dans un lycée, qu'à l'époque il racontait cette histoire dans un lycée, et que c'était jubilatoire, c'était orgiaque, c'était très sexuel, et que il avait donné des signes suffisamment clairs pour qu'on sache qu'il s'agissait de tel proviseur, de tel prof, et que ça avait fait évidemment du bruit dans le Landerneau. Donc je savais que Christian Laborde avait écrit sur ce sujet-là. Je n'avais pas vu qu'il avait consacré un texte sur la corrida, et que ce fut même un texte critique. Tant mieux, parce qu'effectivement il a une belle plume. J'ai vu qu'il avait... Oui. Il a écrit sur le vélo, sur le cyclisme, récemment sur Robic d'ailleurs. Il a écrit un texte sur Robic, et je ne sais plus où j'ai lu un entretien où on dit mais vous parlez pas de la mort de Robic. Il dit mais il est jamais mort Robic. Voilà pourquoi j'en parle pas. Donc c'est un personnage truculent qui aimait beaucoup également Claude Nougaro. Enfin donc c'est un personnage tout à fait recommandable. Mais bon, c'est un littéraire. Je ne sais pas. Je lirai volontiers cet ouvrage dont vous me parlez. Alors sur la question des femmes. Je ne suis pas non plus un spécialiste de la corrida en disant j'ai lu tout ce qui s'est écrit et je sais tout ce qui est paru sur le sujet, et je peux conclure que, par exemple, aucune femme n'a jamais écrit pour ou contre. Ce que je semble constater, c'est que aucune femme ne s'est emballée pour cette histoire en disant je consacre un livre, je consacre des gravures, des peintures, ou je sais pas quoi, j'écris un opéra, ou je célèbre la corrida, et je le ferai, pas forcément en tant que femme, mais elle pourrait faire, cette femme, une célébration qui nous permettrait de dire, eh bien, il y a un angle féminin sur ce sujet-là. Je pense que ce silence fait sens. Et que ça va un peu dans le sens de ce que je dis, c'est-à-dire que ça va avec la testostérone, qui, comme vous le savez, est plus souvent fréquente chez les hommes que chez les femmes. Donc c'est dans le défaut de testostérone que se retrouve ce désir de surjouer une virilité qui fait défaut, c'est mon hypothèse du moins, et que effectivement on peut envisager la question de l'impuissance des hommes ou de cette puissance des impuissants. Je dis souvent de la chasse, quelle est la puissance des impuissants, mais il ne faut pas forcément entendre l'impuissance dans une pure logique sexuelle. Il y a la sexualité, bien sûr, mais il faut aller au-delà de la sexualité. Je peux imaginer que l'impuissance est le raté social. Et le raté social, je le dis pas non plus avec un jugement de valeur, en disant c'est pas bien. Mais vous avez des gens qui ont du pouvoir et des gens qui n'en ont pas du pouvoir. Et souvent, vous avez, chez les gens qui n'ont pas de pouvoir, une frustration qui génère une agressivité.
parliez tout à l'heure un peu de la généalogie de l'agressivité avec la logique du territoire, on pourrait ajouter qu'il y a aussi une généalogie de l'agressivité à partir de la frustration. Si vous avez des gens qui sont seuls, abandonnés par prenons le cas d'une femme par exemple, abandonnée par un mari, laissée parce que d'un seul coup elle voit son âge et que d'un seul coup le mari part avec une jeune fille, je ne sais quoi, que les enfants mènent leur vie, que le boulot est pas forcément extraordinaire, fantastique, merveilleux, formidable, il y a quelque chose comme une frustration. Qu'est-ce qu'on fait de cette frustration ? On pourrait en renvoyer à Laborie. Laborie a fait des travaux extrêmement intéressants. Henri Laborie, on n'en parle plus beaucoup, mais c'est quelqu'un qui, avec des livres comme Éloge de la fuite, nous disait, et peut-être avez-vous vu parmi vous Mon oncle d'Amérique, qui était un formidable film d'Alain Resnais qui mettait en scène justement Henri Laborie. Et Henri Laborie disait, mais nous sommes souvent dans des situations de stress. Et il y a des gens qui sont plus ou moins dans des situations de stress. Si vous êtes votre patron, si vous êtes votre chef, si vous êtes un mâle dominant, si vous avez de l'argent, de la jeunesse, de la puissance, de la visibilité, etc., il n'y a pas trop de problème. Le stress, vous connaissez assez peu. Si en revanche vous êtes dominé, vous n'avez pas d'argent, vous êtes dans une situation sociale qui est pas forcément extraordinaire, vous avez un petit boulot, vous êtes plaqué, vous êtes je sais pas quoi, pas forcément tellement aimé ou je sais pas quoi, vous êtes dans des situations de stress. Et Laborie disait, il y a 3 façons de réagir au stress. Soit la fuite. On ne peut pas toujours fuir. Si vous avez un patron qui vous rend la vie impossible, vous pouvez vous dire, hop, au revoir président, vous connaissez la pub, et ce type qui vous rendait la vie impossible, eh bien vous lui dites, je m'en vais. À ce moment-là, effectivement, il n'y a pas de problème. Deuxième solution, nous dit Laborie, la somatisation. La somatisation, c'est ce qui fait que vous allez intégrer, que vous allez garder pour vous tout un tas de pathologies. Et vous allez générer, tout un tas de choses pour vous qui vont générer des pathologies. Vous allez générer des cancers, des dermatoses, des je sais pas quoi, de l'insomnie, 1000 choses qui font que vous êtes en relation avec effectivement une situation de stress. Vous ne pouvez pas y répondre, vous somatisez. Ou alors, deuxième solution, vous agressez. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, celui qui vous rend la vie impossible et qui vous stresse ou qui vous agresse, vous l'agressez. Et à ce moment-là, éventuellement, vous êtes dans un meilleur état psychique. Laborie met en scène des rats qui montrent cette situation-là. Il dit, voilà, vous avez une boîte, qui est une boîte en fer, et vous avez un passage qui permet d'aller d'un endroit à l'autre, et on électrifie le plancher métallique. Et il y a un signal sonore, puis un signal lumineux, puis une décharge électrique. Et le rat qui est placé dans cette situation, il y a un moment donné où il comprend qu'il peut échapper au stress en allant dans la pièce d'à côté, la fuite. La boîte, elle est séparée par une cloison avec un passage. Quand il y a compréhension chez le rat que le signal sonore va être suivi par un signal lumineux puis par une décharge électrique, très vite le signal sonore arrive, pas besoin du signal lumineux, pas besoin d'électricité, pouf, il s'en va dans la pièce d'à côté. Fuite, pas de problème, il garde sa santé. Deuxième solution, vous occultez le passage, le rat qui a appris qu'il pouvait passer de l'autre côté, il découvre qu'il ne peut pas passer de l'autre côté. Il est tout seul et il va créer des maladies de peau. On voit dans le film, c'est assez extraordinaire, que le rat va générer des cancers, des pathologies ou ce genre de choses. Troisième possibilité, il y a cette impossibilité de passer dans la pièce d'à côté, mais vous lui mettez un congénère. Immédiatement, le signal sonore arrive, il attend pas la suite, pas de signal lumineux, pas d'électricité, hop, il se met à agresser son voisin. Et il va garder sa santé. Paradoxalement. Donc ça répond un petit peu aussi à la question de monsieur tout à l'heure. L'une des explications aussi éthologiques pour le coup de l'agressivité, c'est que quand on est dans une situation de stress et qu'on ne peut pas y répondre ni par la fuite ni par la somatisation, on agresse. Et parce qu'on a quelqu'un qui passe par là, il a rien fait, le rat qui est là, il s'en prend plein la figure juste parce qu'il est là. Donc on voit bien que dans la situation sociale, la question de la domination n'est pas la même pour les hommes et pour les femmes. Que la question du pouvoir n'est pas la même pour les hommes et pour les femmes, que l'occupation du territoire n'est pas forcément la même pour les hommes et pour les femmes. Et on voit bien qu'il n'y a pas de femelle dominante autre que de femelle qui soit la propriété du mâle dominant. Donc ça nous permet de réfléchir aussi sur ces choses-là. On n'a pas l'habitude, puisqu'on est dans une configuration d'égalité totale, les hommes valent les femmes, et que, etc. Très bien, évidemment, d'un point de vue ontologique, c'est vrai. D'un point de vue juridique, d'un point de vue politique, c'est vrai. Mais il se fait que, très souvent, un peu moins maintenant, parce que les femmes peuvent avoir une autonomie financière qui peut faire que de temps en temps, elles sont la femelle dominante et qu'il y a un mâle qui est le mâle de la femelle dominante. Vous pouvez être le mari de la reine d'Angleterre, par exemple, si vous voulez comprendre facilement. Mais effectivement, les dominations ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Les réponses aux dominations ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. De sorte que le rapport à l'agressivité n'est pas le même non plus.
Regardez dans les prisons. Sur 10 prisons, vous avez, je sais pas le chiffre, il est approximatif, mais enfin, quelque chose du genre 8 ou 9 prisons pour les hommes, 1 ou 2 prisons pour les femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelque chose qu'on devrait pouvoir interroger aussi. Personne n'est pour la parité dans ces cas-là, en disant il faut qu'il y ait sur 10 prisonniers, 5 hommes, 5 femmes. Il faut l'égalité absolue. Non, non. Tout le monde accepte qu'il n'y ait pas parité dans cette affaire et qu'il y ait une majorité d'incarcérés qui soient des hommes, pendant que la minorité incarcérée soit une minorité féminine, avec souvent des histoires liées à l'infanticide ou au crime passionnel pour les femmes. Quand on a pensé ça, on voit bien évidemment que le rapport aux hormones, à la testostérone, à la violence, à l'agressivité n'est pas le même chez les hommes et chez les femmes. Et que les hommes font les guerres et que les femmes les font rarement. Les femmes les font parce que les hommes les font. Il y a une très belle pièce d'Aristophane qui s'appelle Lysistrata. Et les Athéniens n'arrêtaient pas de se battre avec d'autres cités. Et il y a un moment donné où Lysistrata dit « Vous arrêtez la guerre, les hommes. Vous arrêtez, il y en a marre. Vous tuez nos maris, vous tuez nos pères, vous tuez nos enfants. La vie est impossible. » Eh bien, Lysistrata dit « On fait la grève du sexe. Vous n'aurez plus de sexualité on n'aura plus de sexualité avec vous tant que la guerre continuera. » Les hommes, ils arrêtent la guerre. Pas possible. Et cette grève du sexe fait que, effectivement, la guerre cesse simplement parce que les femmes auront dit « vous n'aurez pas nos corps ». Réfléchissons sur cette question-là pour voir ce qu'est une femme d'une certaine manière et voir qu'il y a de la grandeur à être femme parce que, effectivement, il y a moins de violence, il y a moins d'agressivité, il y a moins de règlement des problèmes par le sang versé, que ça se voit. On parlait tout à l'heure des prisons, que ça se voit également dans des activités comme le goût pour la chasse. Il y a moins de femmes qui chassent que d'hommes qui chassent, ça paraît évident. Pour la guerre, l'armée est quand même plus majoritairement faite d'hommes que de femmes, même si les femmes sont entrées dans l'armée française, on voit bien qu'elles sont à des postes qui ne sont pas forcément des postes de guerriers. D'ailleurs, je pense que même la législation française, en tant que les femmes sont susceptibles d'être mères, estime qu'il vaut mieux qu'elles soient secrétaires, qu'elles soient infirmières, qu'elles soient dans l'intendance, mais pas forcément dans les bataillons de choc, dans les bataillons de combat, etc., ce qui ne leur est pas forcément interdit. Mais a priori, on estime qu'une femme, elle reste une mère, même si un homme peut être un père, mais qu'on estime que lui, éventuellement, il peut mourir comme père parce qu'il en va de la virilité de se comporter de cette manière-là. Donc je pense que après il faudrait faire une sociologie des aficionados et de voir s'il y a des femmes, dans quelle proportion elles sont aficionados, on peut le dire comme ça, et puis après de leur demander ce qui les conduit là. Souvent, on aura probablement des réponses, ou assez probablement, on aura des réponses du genre tradition familiale, mon père, mon grand-père, la famille, on y allait, c'est comme ça depuis toujours, et on est là, et on s'interroge pas plus parce qu'on vit en famille, avec le mari, avec les enfants, c'est une transmission, c'est la culture. Probablement, y aurait-il ce genre de réponse, mais exactement de la même manière que dans des activités comme le football, encore que ça soit plus exactement la même chose, mais à une époque, football, rugby, il y a une majorité de garçons dans les tribunes et une minorité de filles. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant de voir qu'il y a une différence. Et que cette différence, elle est plutôt à votre honneur. Parce que je pense que c'est pas l'honneur des hommes de se battre, de se donner des coups de poing, de se faire saigner, de s'agresser, de se sauter à la gorge, de se tirer dessus, de faire des guerres, d'imaginer que les solutions vont se résoudre quand on va décapiter des gens ou ce genre de choses. Je dis, mais al-Baghdadi, qui apparemment est mort, mais enfin, c'est un homme. Les Trump et les Poutine, ce sont des hommes, etc., etc. Je veux pas dire que Hillary Clinton aurait forcément fait les choses autrement ou vu les choses autrement. Encore que peut-être c'est une question qu'on peut se poser, mais je pense que le rapport à la corrida est un rapport sexué. Et que le rapport sexué que nous entretenons à la corrida, il est un rapport déterminé par le rapport que nous entretenons à notre propre sexe, à notre propre sexualité, à notre propre libido. Des gens ont besoin de ce spectacle-là pour se trouver fortifiés. D'autres n'en ont pas besoin. Et d'autres sont dégoûtés par la même chose. Je pense que les femmes, parce qu'elles sont, j'allais dire, ne prenez pas ça comme un arraisonnement, mais parce qu'elles sont préposées à la vie, du moins parce que c'était ainsi jusqu'à ce que la médecine commence à penser les choses autrement et à rendre possible les choses autrement. Mais pendant très longtemps, les hommes et les femmes faisaient évidemment des enfants ensemble, mais c'était la femme qui portait l'enfant. Et ça n'est pas rien de pouvoir le faire, de le faire et de l'avoir fait. C'est-à-dire que ça fait que les femmes entretiennent un rapport particulier à la vie et les hommes un rapport particulier à la mort.
Si jadis, et je renvoie à Engels qui a écrit un livre qu'on ne lit plus beaucoup, mais enfin sur l'origine de la propriété privée, de la famille et de l'État, et Engels, et Simone de Beauvoir cite beaucoup Engels dans Le deuxième sexe, et elle a raison, c'est un beau texte, le texte d'Engels, le compagnon de Marx, comme vous savez, et Engels dit, ben voilà, il y a eu un partage des tâches dans l'Antiquité, ne serait-ce que parce que la physiologie n'est pas la même. Un homme peut physiquement faire des choses que les femmes ne peuvent pas faire. Quand il s'agit d'aller chasser le mammouth, c'est compliqué la chasse au mammouth. C'est un gros animal, les armes ne sont pas extrêmement perfectionnées, donc il faut utiliser des techniques particulières, il faut être plusieurs, conduire les animaux dans des pièges, etc. Enfin bon, c'est une technique de chasse extrêmement particulière qui demandait assez probablement de la force pour avoir la possibilité d'envoyer les projectiles avec assez de force, les lances, les flèches ou ce genre de choses. Il fallait de la force physique. Et les hommes allaient chasser les animaux alors que leur physique le leur permettait. Pendant que les femmes, elles, restaient au foyer, c'est-à-dire au lieu du feu. Et comme on ne savait pas trop comment les choses se passaient à l'époque, contraception ou ce genre de trucs-là, je suis pas bien sûr que ça existait à la préhistoire. Donc les femmes, elles portaient des enfants, puis elles portaient des enfants, puis elles portaient des enfants. Et d'une certaine manière, c'était leur fonction. Donc elles étaient grosses, comme on disait à l'époque, et elles pouvaient pas ni courir, ni marcher, ni sauter, ni aller et venir, ni participer à la chasse. Donc il y a une partition du travail qui fait que les hommes sont à la chasse pendant que les femmes sont au foyer. Les hommes vont chercher l'animal et après les femmes font cuire l'animal au foyer. Et le foyer, c'est devenu ce que vous savez depuis. On ne peut pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Et comme si nous n'étions pas encore porteurs de cette partition qui fait que, effectivement, il y a des hommes, qu'il y a des femmes, que les physiologies ne sont pas les mêmes et que si les physiologies ne sont pas tout, elles ne sont pas rien. Et je constate sociologiquement que les goûts des femmes, les goûts des hommes sont des goûts sexués souvent, même si ça a tendance à se mélanger, et c'est tant mieux, mais que, effectivement, la criminalité, qui pour le coup n'est pas un goût, mais que la pratique de la criminalité, de la violence, du banditisme, c'est plutôt une affaire d'hommes, et que les femmes sont plutôt épargnées par ça. Et c'est tant mieux d'une certaine manière. Donc je vous dis, à défaut d'une littérature sur ce sujet, et d'une connaissance qui n'est pas encyclopédique en ce qui me concerne concernant cette histoire. On peut toujours trouver probablement des articles publiés au CNRS, ce genre de choses sur les fréquentations des arènes par les femmes et sur le jugement que les femmes portent sur la corrida. Ça, j'ai pas d'informations sur ce sujet-là, mais ce qu'on peut en voir, c'est que dans l'histoire de la littérature, enfin de la bibliographie consacrée à la question de la tauromachie, c'est saturé par les hommes. Saturé par les hommes, peinture, musique, littérature, philosophie, etc., jusqu'à Christian Laborde dont vous me parlez, et qui est, jusqu'à preuve du contraire, un homme. C'est un sujet dont ne s'emparent pas les femmes, parce qu'effectivement, je pense qu'elles ont plus et mieux à faire avec la vie qu'avec la mort. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. D'abord, merci pour tout ce que vous faites. Voilà, une entrée gratuite, c'est toujours du bonheur, surtout quand on vient de loin. Je viens de Lyon et je disais que j'étais en psychologie à Lyon. Et on s'intéresse un petit peu aux causes des comportements. Vous avez tout à l'heure souligné peut-être l'impuissance comme cause probable de la violence. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire une petite étiologie de la violence ? Savoir si vous avez des idées, qu'est-ce qui provoque vraiment la violence ? Peut-être pas que la tauromachie, mais cet ensemble de violences qu'on vit dans la société et qui grandit aujourd'hui. Voilà, merci. Oui, écoutez, c'est moi qui vous remercie pour vos merci. Je crois qu'il nous faut revenir à l'éthologie pour pouvoir répondre à votre question. C'est-à-dire que Darwin a beaucoup dit sur ce sujet-là, et puis d'autres ont travaillé depuis sur le terrain de l'éthologie quelque part. On a une façon de marquer son territoire. Alors pas forcément en faisant pipi partout, en frottant ses glandes dans la maison dans laquelle on rentre pour dire ici c'est chez moi, parce qu'on va dire non monsieur, excusez-moi, mais il y a des lieux pour ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais les logiques de marquage du territoire sont restées les mêmes, et vous pouvez avoir une façon de serrer la main. Un certain Donald Trump serre la main comme d'autres animaux font pipi ou caca. Il y a une façon de prendre la main en disant c'est moi qui vais vous serrer la main, c'est moi qui vous secoue la main, qui vous secoue le paletot, je tire, je ramène, je tire, je ramène, et on voit le personnage un peu bousculé comme ça, et c'est une façon de dire, vous êtes sur mon territoire, je vous amène sur mon territoire. Cette façon de donner une poignée de main est éthologiquement extrêmement intéressante.
Tout le monde est dans une zone et on respecte toujours cette zone-là. Et faites l'expérience quand vous êtes en train de parler à quelqu'un, vous avancez de 50 cm, vous allez voir que l'autre va reculer de 50 cm. Parce qu'il y a une espèce de zone naturelle comme ça, qui fait que chacun est dans sa bulle et on entre dans la bulle qu'avec l'écologie. Et c'est une nouvelle discipline qui est extrêmement intéressante. L'idée que le comportement des animaux puisse nous renseigner sur les comportements qui sont les nôtres nous permet effectivement de faire une généalogie de la violence. Pourquoi y a-t-il de la violence? Parce qu'il y a du territoire. C'est immanquablement associé à ça. Regardez toutes les guerres, toutes celles qui ont eu lieu depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, ne sont jamais que des logiques de territoire. Ce sont des questions de territoire. Je suis chez moi, non, tu es chez moi. Et comme tu es chez moi, je vais te déloger de chez moi. Et donc, on y va avec la guerre. C'est donc de la logique de territoire qui fait qu'il y a des animaux à territoire, et les hommes sont des animaux à territoire, et il y a des marquages. Vous avez des marquages qui permettent, avec des glandes particulières, avec l'urine, avec les matières fécales ou avec des glandes, vous délimitez un territoire. Et ce territoire-là, si vous êtes un mâle dominant, il vous appartient. Vous le possédez, vous le dominez. C'est-à-dire que tout ce qui a lieu dans ce territoire, il y a un moment donné où quand vous avez été un mâle dominant et que vous avez été dominé, vous cessez d'être un mâle dominé. Vous vous en allez. Vous partez, vous laissez les femelles à celui qui vous a terrassé. Et donc le mâle dominé, il s'en va comme un vieux solitaire et il va terminer son existence ailleurs. Ce sont des logiques qui sont bien connues chez les animaux. Et puis il y a des combats. Et parfois les combats vont jusqu'à la mort. Il y a un moment donné où vous pouvez tout à fait vous battre pour avoir la domination du territoire et où le mâle dominant a compris qu'il était dominé et à ce moment-là il s'en va. Mais il peut aussi perdre la vie dans cette guerre. Et à partir du moment où il perd la vie, il est mort, c'est clair. Et les femelles changent de mâle dominant. Elles ne vont pas regretter le mâle dominant. Il est dominé, c'est plus un mâle dominant. L'affaire est réglée. On passe au nouveau mâle dominant. Vous me direz, on n'est pas complètement des animaux, mais on est aussi encore quand même comme ça. Le marquage de territoire, c'est toujours ce que nous faisons dans l'existence. Dès qu'on arrive là, ne peut avoir lieu que parce que vous en donnerez l'autorisation. Vous êtes le mâle dominant, et dans cet espace que vous aurez balisé par ces matières qui sont les vôtres, eh bien vous direz, ici c'est chez moi. Donc si tu veux rentrer chez moi, tu demandes l'autorisation. Et donc les animaux peuvent demander l'autorisation, ils ont, on le voit, ce qu'on dit, la queue basse, la tête baissée, le ventre un peu à terre, c'est-à-dire que les animaux sont dans une posture de soumission. Quand vous êtes dans une posture de soumission, alors il n'y a pas de problème, vous pouvez rentrer dans le territoire parce que vous permettez au mâle dominant de rester dominant, c'est lui qui contrôle le passage et il peut vous autoriser le passage si vous n'êtes pas menaçant. Il y a simplement un moment donné où quelques jeunes mâles qui sont pleins de testostérone, je dirais, ou pleins de virilité, ont envie, eux, d'être un mâle dominant. Il n'est pas question pour eux d'être un mâle dominé. Si vous n'avez été ni dominant ni dominé parce que vous êtes jeune et qu'à un moment donné, il va falloir que vous soyez l'un ou l'autre, vous allez effectivement provoquer le mâle dominant.